Allez, nouveau chapitre d'ELEC. Personne qui pose un. S8, étude des circuits linéaires du premier ordre. Donc, chapitre 8. Donc, S8, étude des circuits linéaires du premier ordre. Voilà. Donc là, on a rappelé dans le chapitre précédent, je vous rappelle, un S7, les lois fondamentales, les lois de base de l'électrocinétique. Loi des nœuds, loi des mailles, ce sont les lois de Kirchhoff. L'étude complète des conducteurs ohmiques, des bobines, des condensateurs, des structures en diviseur de tension, de courant et des sources idéales et réelles de tension. Modèle de Thevenin à connaître. Donc ça, c'est le programme de colle de cette semaine. Là, on aborde un nouveau chapitre, donc ça sera un programme de colle pour ceux qui sont à distance. Ceux qui sont à distance, c'est ce qui vous attend la semaine prochaine pour les questions de cours, d'accord? Questions de cours sur l'étude des circuits linéaires du premier ordre, d'accord? Et on va s'intéresser dans un premier temps, grand 1, ici, premier temps de ce chapitre, à l'étude de la réponse d'un circuit RC à finalement un échelon de tension. D'accord? Donc grand 1, réponse d'un circuit RC, à un échelon de tension. Voilà. À un échelon de tension. C'est ce qu'on appelle ici, plus couramment, la réponse indicielle. Réponse indicielle. Ici, voilà, réponse indicielle. Voilà, ça c'est le premier paragraphe. Il n'y aura que 2 paragraphes dans ce chapitre. D'accord? Ça nous permet de mettre en évidence, vous allez voir, la charge d'un condensateur. Le deuxième temps, on va étudier la décharge. D'accord? Et ce sera l'occasion de poser enfin des équations différentielles d'ordre 1 liées à la charge et à la décharge du condensateur. Alors on va commencer par des observations expérimentales que vous mettrez en évidence par vous-même en TP. Hein. D'accord, il n'y a pas le matériel sur la table. Donc petit 1, observation expérimentale. Donc petit 1, observation expérimentale. Observation expérimentale. Voilà. On va déjà rappeler un point très important, c'est que l'étude électrique est menée dans le cadre de l'ARQS, approximation des régimes quasi-stationnaires. On néglige le retard à la propagation devant la période temporelle T. C'est-à-dire que ici, le courant est le même en tout point, ici, du circuit série. Oui, c'est un circuit série constitué d'un conducteur ohmique R et d'un condensateur supposé idéal de capacité C. Donc ça, on va le noter, premier temps. Ici, l'étude est menée dans le cadre, ici, de l'ARQS. D'accord? Alors, l'ARQS, approximation des régimes quasi-stationnaires, ça revient, je vous rappelle, à négliger, je vous rappelle, le cadre de l'approximation, le retard à la propagation. On néglige ce tantôt devant la période temporelle. Et ça, je vous rappelle, ça nous donne une condition sur la taille du circuit. La RQS est applicable tant que la dimension caractéristique L est négligeable devant la longueur d'onde, ici, du signal électrique. D'accord? Ça, c'est la présentation du cours d'ELEC qui permet de poser ici le cadre de l'RQS. C'est le cadre de toutes nos études cette année. D'accord? Bien. Maintenant, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par finalement échelon de tension? C'est-à-dire qu'en entrée, on va appliquer un échelon de tension. Donc l'entrée, voilà. C'est-à-dire qu'il y aura une entrée, il y aura une sortie. Une entrée, une sortie de quoi? D'un circuit RC. C'est-à-dire qu'ici, en entrée, on va appliquer un échelon de tension. Voilà. Un échelon de tension. Et cette entrée, vous voyez, on va l'appliquer, on va l'imposer à l'entrée d'un circuit RC série linéaire. Donc on aura ici un circuit. Donc on dit circuit RC constitué tout simplement d'une résistance et d'un condensateur associé en série. Et ce circuit étant également qualifié de linéaire. Pourquoi? Puisque les deux dipôles R et C sont des dipôles linéaires passifs.
Donc le circuit RC est également qualifié de linéaire. Série, puisque R et C sont en série. D'accord? Donc ça, j'encadre. Ça, c'est le système étudié. Système auquel j'applique en entrée un échelon de tension. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire en sortie? Là, je vais mettre en aval la sortie. Voilà. Alors ça, je vous rappelle, l'entrée-sortie, ça va me permettre de visualiser l'entrée en voie 1 et la sortie en voie 2, par exemple, de l'oscilloscope. D'accord? En sortie, je vais prendre la tension au bord du condensateur. Donc en sortie, on va prendre la tension aux bornes du condensateur. Voilà, tension aux bornes du condensateur. Donc là, tout simplement, vous voyez, on présente le système étudié, ce que l'on applique en entrée, en amont, et ce qu'on va ici recueillir en sortie, d'accord, la tension au bord du condensateur. Et la question est finalement de connaître le comportement du système. Donc quel est le comportement du système lorsqu'on le soumet à un échelon de tension? Alors un échelon de tension, c'est-à-dire que la tension d'entrée va brutalement passer de 0 à grand 2. C'est ça un échelon de tension. C'est vraiment ici, on passe de 0 à 10 volts par exemple, d'accord, à un instant pris comme origine de temps, à t égale à 0. Et la question est de connaître finalement le comportement du système lorsqu'on le soumet brutalement à un échelon de tension. Ce système étant constitué de l'association série d'une résistance et d'un condensateur. Bon. On va faire le schéma du montage. Schéma du montage, en dessous. Alors, schéma du montage. Alors, je vais mettre à gauche l'évolution temporelle de la tension d'entrée. Notez E de T, la tension que j'applique à l'entrée. Et à droite, je vais faire le schéma du montage. Donc, pour ceux qui sont à distance, à gauche, représentation temporelle de la tension d'entrée. À droite, schéma du montage. Donc, on y va. Je vais représenter l'évolution. Alors, je vais mettre E comme entrée. D'accord? Au cours du temps. Je mets une origine à t égale à 0, mon origine étant. À t égale à 0, on soumet brutalement le circuit RC à un échelon de tension. Alors c'est quoi un échelon de tension? Alors on va mettre la couleur, c'est très important de le remarquer. La tension d'entrée, E de T, elle varie au cours du temps, pour des instants antérieurs à 0. Antérieur à 0, la tension d'entrée est nulle. La tension d'entrée est nulle, vous voyez, je mets ici en jaune le fait que la tension d'entrée est nulle pour des instants antérieurs à 0. Alors on verra que pour nous, à t égale à 0, on va fermer un interrupteur. À t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Et à t égale à 0, on a une discontinuité de la tension d'entrée. À t égale à 0, la tension d'entrée va brutalement passer à grand E. Donc vous voyez, surtout, je ne relis pas en jaune. Ce que je fais, je montre la discontinuité. Et voici, voilà, grand E, où grand E est ce qu'on appelle la force électromotrice de la source idéale de tension. C'est la FEM, exprimée en volts. Et là, vous voyez, on a une discontinuité en 0. La tension d'entrée passe brutalement de 0 à grand E volts. D'accord? Ça, c'est la tension d'entrée. Ce que je vais faire ensuite, c'est le schéma du montage. Schéma du montage, je place toujours à gauche la tension d'entrée. Donc on y va. Ici, à gauche, on aura ceci. On aura ici directement notre générateur de tension. On aura notre tension d'entrée, E de T, qui, je vous rappelle, vaut grand E uniquement pour des instants T ultérieurs à T égale à 0. On va en faire le schéma, c'est-à-dire qu'à T égale à 0, on ferme un interrupteur. Qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, justement, je ferme un interrupteur, je vais le placer après. Alors là, vous voyez, si j'ai une source idéale de tension, je peux déjà fléchir mon courant. Convention générateur pour, ici, ma source idéale de tension, le courant I, il est comme ceci. Voilà. Donc je flèche en jaune le sens du courant I imposé par la source de tension. Après, je vais placer un interrupteur dans mon montage. Donc directement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici directement, vous voyez, hop, voilà, un interrupteur K, comme ceci. Donc ça, c'est K, notre K. K, c'est l'interrupteur K que je veux fermer à t égale à 0. Et pour bien montrer la logique, je vais mettre de la même couleur l'action de fermeture de l'interrupteur que le courant I. Parce que dès que
Dès que je ferme l'interrupteur K à T égale à 0, un courant peut circuler. Parce que là, si je fais ça, le courant ne circule pas. Je vous rappelle, l'interrupteur ouvert, aucun courant ne circule. Par contre, dès que je ferme l'interrupteur, vous voyez, je ferme l'interrupteur. Là, c'est pas le courant. Je dis juste qu'à T égale à 0, vous voyez en jaune, à T égale à 0, je ferme l'interrupteur. Et en fermant cet interrupteur à T égale à 0, le courant vide pourra circuler. Dans un circuit série, constitué de quoi? D'une résistance R, donc un conducteur ohmique, finalement. Un conducteur ohmique, d'accord? Un résistor, caractérisé par sa résistance R, exprimée en ohms, d'accord? Associé en série avec un condensateur de capacité C. Donc on prend un condensateur plan, constitué de deux armatures planes, séparées par un jet électrique. On y va. Donc condensateur plan, ici, ici, deux armatures planes, et je ferme le circuit. Voilà, comme ceci. Et on peut noter, c'est la capacité du condensateur, tout comme je notais R, la résistance du conducteur ohmique. D'accord? Voilà. Ensuite, d'un point de vue électrique, rappelez-vous pour les montages électriques, j'ai pas beaucoup de couleurs, j'ai du rouge, j'ai une seule couleur rouge. Bon, c'est quand même. Il faut préciser la masse du montage. D'accord? La masse, je rappelle, c'est le point du circuit pour lequel le potentiel électrique sera pris égal à 0. C'est la référence des potentiels. Donc par défaut, alors attention pour ceux qui sont en distance, vous voyez, j'ai un petit peu de place ici, je vais placer ma masse ici, en bas à droite. Symbole de masse. Ici, 1, 2, 3. La masse électrique, elle est ici. Donc pour ceux qui sont en distance, attention, regardez un tout petit peu, je place la masse électrique à ce niveau-là. Ça va me permettre de placer les voies 1 et voie 2 de l'oscilloscope. En effet, je vais visualiser en voie 1 de l'oscilloscope la tension délivrée par le générateur. Donc je vais me placer ici, je vais placer ici en voie 1. Voilà. Channel 1. Ici, je reporte en voie 1 la tension, ici, délivrée par le générateur et observée en voie 1 de l'oscilloscope. C'est bon? Je vais faire la même chose. La tension de sortie, je vais la visualiser en voie 2 de l'oscilloscope. Donc en voie 2, je vais placer ici. D'accord? En voie 2 de l'oscilloscope, je vais visualiser la tension au bord du condensateur. Oui, c'est normal. La sortie, je vais prendre la sortie au bord du condensateur. D'accord? Donc forcément, la voie 2 de l'oscilloscope, je vais aller au bord du condensateur. Bon. Maintenant, on n'oublie pas quelque chose, c'est que si j'ai fléché mes courants, alors c'est vrai que j'ai mis un I minuscule, je pense maintenant que tout le monde le sait, l'être minuscule implique régime variable, dépendant du temps. Donc je peux rajouter, vous pouvez rajouter, là j'ai un peu de place, une dépendance temporelle là. Le courant il est là, le courant il est là, et le courant, je le remets une fois ici, il est là aussi. Une fois que j'ai fléché mes courants, ça m'est imposé par la source de tension idéale, je flèche mes tensions. Flèche mes tensions, la résistance se comporte toujours comme un récepteur. Donc convention récepteur pour la résistance. Donc je vais mettre ma flèche de tension au bord de R, de sens opposé à I. Là j'ai I de T. Cette flèche cherche le courant. Donc je mets UR, la tension au bord de R. Donc là UR de T. Ça va? Et là pareil, je vais noter UC, la tension au bord du condensateur. Ça sera ma tension de sortie, je vais la mettre là. Je la mets ici à droite, pour ne pas trop surcharger le schéma. Je vais mettre UC, la tension au bord du condensateur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter le fait que le condensateur va stocker des charges électriques mais opposées sur ces deux armatures, telles que ici on aura plus QC. En effet, les électrons partent ici vers le haut. Donc là j'ai une armature qui porte la charge globale plus QC. Et là je vais mettre moins QC. D'accord? Où QC est la charge électrique portée par les armatures planes du condensateur. Je vous rappelle pourquoi j'ai plus QC en haut. Les électrons se déplacent dans le sens opposé au courant. Donc les électrons quittent l'armature du haut pour circuler dans ce sens-là. Donc cette armature-là est chargée positivement. D'accord? Bon. Ensuite, je vérifie si je n'ai rien oublié. Courant, ici, tension une fois, deux fois. Les branchements de l'oscilloscope, l'interrupteur K que je ferme à l'instant ici, T égale à 0, pris comme origine des temps. D'accord? Et là, on a un schéma complet, d'accord, schéma du montage complet que vous devrez toujours présenter pour l'école, ici, à la prochaine question de cours. Il faudra toujours refaire ce montage-là. Parce que c'est à partir de ce montage-là que vous allez appliquer la loi d'Émaille et vous allez pouvoir finalement établir une équation différentielle. Alors, qui dit équation différentielle dit forcément condition initiale. Il faut nécessairement lire l'énoncé, bien lire l'énoncé,
et aller rechercher la condition initiale du problème. Elle sera toujours donnée. Là, dans ce problème, je vais ici supposer que le condensateur est initialement déchargé. Oui, parce qu'en fait, je vais le charger sous la tension E. C'est-à-dire que initialement, le condensateur est déchargé. Alors, initialement, ça veut dire quoi? Juste avant de fermer l'interrupteur. Juste avant de fermer l'interrupteur. Et je ferme l'interrupteur à t égale à 0. Et mathématiquement, juste avant de fermer l'interrupteur, on est en t égale 0 moins. C'est-à-dire qu'en t égale 0 moins, le condensateur est déchargé. Il est initialement déchargé. C'est-à-dire que UC en t égale 0 moins égale à 0. Condensateur déchargé, la tension à ses bornes est nulle. Ouais, première chose. Deuxième chose qu'il faudra toujours invoquer, qui vous rapportera toujours des points, par continuité de la tension aux bornes du condensateur. Ça, c'est lié à des arguments énergétiques, parce que l'énergie stockée dans le condensateur est une fonction continue du temps. Par continuité de la tension aux bornes du condensateur, UC en 0- égale UC en 0+ égale 0. Je vous rappelle, en 0- c'est juste avant de fermer l'interrupteur. Il est ouvert. En 0+, juste après avoir fermé l'interrupteur, il vient de se fermer. Donc ça, il faut le noter, ça fera toujours le dire. D'accord? Ça, c'est très important, c'est le schéma du montage. D'accord? Et après, le noter de manière explicite sur votre copie, en DS. Ça rapportera toujours des points. D'accord? Pour nos DS, les prochains DS, à savoir ici directement expliciter la condition initiale du problème. Donc ici, là, donc condition initiale du problème. Condition initiale du problème. Qu'est-ce que l'on va dire? Donc ça, c'est important de le retenir, mettre en rouge, avant la fermeture de l'interrupteur K. Donc avant la fermeture de l'interrupteur K, donc on est avant la fermeture, le condensateur est initialement déchargé. Virgule. Le condensateur est initialement déchargé. Bon. Ouais. C'est-à-dire que là, on va poser l'équation correspondante. Juste avant la fermeture de l'interrupteur, on est en t égale 0-. Juste avant de le fermer. C'est-à-dire que la tension au bord du condensateur, UC, en t égale 0-, juste avant de le fermer, la tension au bord du condensateur est nulle. Égale à 0. Ça, j'encadre. Ok. Première chose à noter. Seconde chose à noter qui est très importante, la continuité de la tension au bord du condensateur imposera dans tous les cas UC 0- égale UC 0+. Comme UC 0- égale à 0, forcément UC 0+ sera également égal à 0. Donc par continuité de la tension aux bornes du condensateur, par continuité de la tension aux bornes du condensateur, voilà, on obtient alors l'équation UC en t égale 0- égale UC en t égale 0+. Ça, il faut bien comprendre. Ce n'est pas très compliqué, mais il ne faudra jamais l'oublier. Voilà. Et comme UC en 0- vaut 0, UC en 0+, il faudra également 0. Voilà. Et ça, on encadre. Voilà. Et ça, c'est un peu de recul sur les premiers chapitres de physique, les équations différentielles. Ça, c'est la condition initiale qui va me permettre de résoudre l'équation différentielle et donc me déterminer explicitement la solution de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1. D'accord? Équation d'ordre 1, il me faut une condition initiale. L'équation d'ordre 2,
il me faut deux conditions initiales. Là, il m'en suffit que d'une. D'accord, la tension de bande du condensateur. D'accord. Ok. Ensuite, dernier point que l'on va écrire avant de passer aux équations. Là j'efface. Dernier point. Je précise quand même qu'à t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et la tension d'entrée E de t passe brutalement. C'est-à-dire que ça, c'est brutal hein, pour le circuit. Hein. Il est tranquillement à l'état de repos, pas de tension appliquée, d'accord, on ne le perturbe pas. Et brutalement, hop, on lui applique un échelon de tension. Quel est le comportement du système? Comment il va réagir? Comment il va réagir lorsqu'on lui applique brutalement grand 2 volts? Donc à t égale à 0, on va le noter. On ferme l'interrupteur K. On ferme l'interrupteur K. Et la tension d'entrée passe brutalement de 0 ici à grand 2 volts. Où je vous rappelle, ici, grand 2 volts correspond à la force électromotrice. Hein, d'accord, c'est 5 volts ou 10 volts par exemple. Question de Donna. Je comprends pas pourquoi UC à T égale 0+, c'est égal à 0 aussi. C'est lié à ça. Par continuité de la tension bande du condensateur, c'est une fonction qui continue en A. Ici, U, c'est-à-dire que ici, f de A- égale f de A+. Or, f de A- égale 0, donc f de A+ égale 0. En fait, c'est continu en 0, continue en 0. C'est la continuité d'une fonction à t égale à 0, en un point. Je ne précise pas de continuer sur un intervalle, c'est continuer en un point. Continuer en un point, à t égale à 0. D'accord? Or, en 0-, ça pose 0. Si c'est continu en 0, c'est-à-dire que la fonction en 0- égale la fonction en 0+, d'accord? Donc forcément, les deux sont toutes les deux égales à 0. Oui? Mais du coup, ça correspond pas au schéma, enfin au schéma qui est là. Pourquoi? Non, non, pas celui-là, celui avant, avec le E. Enfin, c'est pas un schéma, c'est un graphique. Enfin, Ça? ouais, ça correspond pas à ça parce qu'on se Ça? Non. Là, on parle de. Ouais, là, c'est U, c'est la fonction U, c'est que l'on prend en intégraison, c'est la tension bande du condensateur. Là, c'est la tension d'entrée. Ah, alors, si en t égale 0-, on est là. 0 plus, ici. Ouais. Ouais, Mais attention, non, c'est E de t. Oui, voilà, c'est ça. C'est E de t, attention, c'est E de t, c'est pas UC, hein. C'est E de t. D'accord? De toute façon, on va le vérifier. Hein. On va le vérifier que mathématiquement, que E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, quand t égale à 0, 1 moins 1, 0, ça fait bien 0. Ça, on va vérifier après. Attention, c'est la tension d'entrée qui passe brutalement de 0 à grand E. Moi, mon 0-, c'est 0- epsilon. 0+, c'est 0 plus epsilon, avec epsilon qui tend vers 0. C'est par valeur négative, 0-, et par valeur positive, 0+. Continue en un point, Je ne suis pas sur la continuité sur un intervalle, je suis en un unique point. À t égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Ça, j'en ai besoin. Et ça, je vais l'extrapoler en quoi? En UC de 0 égale à 0. Pour résoudre l'équation différentielle, j'aurais besoin de rappeler le fait que le UC de 0, UC en 0, égale à 0. D'accord? Mais ça, on vous demandera toujours de rappeler le fait que la tension bande du condensateur est une fonction continue du temps. D'accord? Voilà. Donc ça, ici, voilà, ça je note. Je vais effacer ici, d'accord? Et je vais vous donner le relevé expérimental. Voilà ce qu'on observe. Ici, donc ici, directement. Je vais vous donner justement, maintenant qu'on en parle, le relevé expérimental. Alors vous, ça sera le prochain TP d'élect. Voilà. Alors je vais porter sur le même graphique, là sur le même graphique, la tension E d'entrée et la tension bande du condensateur sur le même graphique. Alors j'ai donné que deux couleurs. Bon, ça va aller. Alors, ici, l'abscisse c'est la même, l'abscisse temporelle. Et surtout je place t égale à 0. Très important, ce t égale à 0. Alors je vais respecter le même code couleur. J'ai mis en jaune la tension d'entrée. La tension d'entrée E de t, imposée par le générateur, elle passe brutalement de 0, 0 volts, 0, à grand E volts. À un instant pris comme origine des temps, c'est-à-dire qu'à t égale 0, vous voyez, je vais fermer l'interrupteur K. Ça, c'est, vous voyez, je mets mon code couleur. J'espère que si vous êtes à distance, vous le voyez clairement. En jaune, comme ici, tension E de t. Donc là, j'insiste sur le fait, vous voyez en jaune, je mets E de t.
la tension d'entrée qui passe brutalement de 0 à 32 volts. Bon. Monsieur, est-ce que vous pouvez faire le trait en rouge plutôt qu'en jaune? Parce que moi je vois pas très bien. Ouais, mais je veux bien, mais j'ai pas de couleur. Sinon, je sais tout mettre en jaune. Là, je suis obligé, désolé. À vous, ça paraîtra blanc, mais pour ceux qui sont présents, je suis obligé quand même de mettre 2 couleurs. Je suis obligé de mettre 2 couleurs. J'en ai que 2, j'ai que du jaune et du rouge. Vous, là, le premier trait, là, ce que j'appelle jaune, vous le voyez certainement en jaune pâle, en blanc, vous le faites de chez vous, vous mettez du vert. Là, je vais mettre une autre couleur, d'accord? J'y mange que ça pour le cours. Je vais revenir ma boîte de couleurs. Je sais pas ce qu'elle est devenue, ma boîte de couleurs. J'avais mis une boîte de couleurs ici. Ah là, il y en a plus, je sais pas. Donc là, je vais mettre en rouge la réponse à tension bande du condensateur. Alors, qu'est-ce qui se passe expérimentalement? Donc là, je change de couleur. Là, vous allez le mettre en rouge. Là, je vais mettre UC. UC2T. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe quelque chose de très important, c'est que UC2T, je vais la tracer sans lever mon crayon. UC2T est une fonction continue du temps. Donc sans lever mon crayon, je vais la tracer. Et ce qu'on observe expérimentalement, et ce que nous on va retrouver mathématiquement, c'est ça. Alors je vais le superposer. Attention, donc pour ceux qui sont au fond, ceux qui sont en distance, en rouge, je superpose la réponse UC à l'entrée E2T. Donc attention, c'est superposé, voici la réponse du condensateur. Elle est confondue avec E2T pour des instants antérieurs à 0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une croissance exponentielle, comme ceci. Vous voyez, hop, voilà, comme ceci, qui finalement, d'accord, va rejoindre une asymptote horizontale, donc ça démarre très très fort. D'accord, on a un terme dominant en exponentielle. Et ensuite, très rapidement, la croissance va s'amoindrir, elle va se casser pour rejoindre une asymptote horizontale. Ça, c'est la tension bande du condensateur. Quand je l'ai tracé, je n'ai pas levé mon crayon. Vous faites ça, hop, et là, il n'y a pas de discontinuité pour la courbe en rouge, alors qu'il y en a une pour la courbe en jaune, pour la tension d'entrée. Bon, maintenant, quand on a ça, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque que pour un temps relativement long, la tension bande du condensateur, elle rejoint la tension qui est imposée par le générateur. D'accord? Et surtout, qu'est-ce que l'on voit? Ce qu'il faut bien comprendre physiquement, en tant que futur ingénieur, c'est que si vous soumettez brutalement un condensateur à un échelon de tension, c'est-à-dire que vous passez brutalement de 0 à 10 volts, le condensateur ne va pas réagir instantanément. Il lui faut un certain temps. C'est-à-dire que le condensateur ne va pas passer brutalement de 0 à grand E. Il y a un certain retard à l'établissement de la tension bande du condensateur. D'accord? Et on dira même que le condensateur s'oppose à toute variation brutale de la tension à ses bords. Il faut bien comprendre ce qui se passe électriquement. C'est assez concret, hein, c'est très parlant. C'est-à-dire que le circuit, ici, à t égale 0, brutalement, vous passez de 0 à grand 2 volts. Le condensateur, ici, il ne va pas réagir instantanément, il faut un certain temps. Et ce certain temps, ce qu'on appelle un régime transitoire. Vous voyez là, j'ai un régime transitoire. Donc je note RT. RT en rouge, R pour régime, T pour transitoire. D'accord? Et ce régime transitoire montre bien le retard à l'établissement de la tension bande du condensateur. Et vous le savez peut-être, peut-être vu en chimie, un régime transitoire sépare toujours de régime permanent. Un régime transitoire, c'est logique, un régime transitoire sépare de régime permanent. Un régime permanent, vous le savez, on l'a vu pour la bobine des condensateurs, un régime permanent, c'est un régime continu, pour lequel toutes les grandeurs électriques sont continues. Un régime permanent, j'en ai un là. Dans mes grandeurs électriques de tension, elles sont continues, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du temps. Donc là, j'ai un régime permanent à gauche. Pour des instants antérieurs à 0, là, j'ai un régime permanent. Tout ça, c'est le régime transitoire. Tout ça, c'est le régime transitoire. Et après, j'ai un régime permanent. Les deux tensions sont égales et constantes égales à E. Alors, ça tend vers E. Ça tend vers E. Quand t tend vers plus infini. Là, j'ai un régime permanent. D'accord? Et ça, c'est très important. Un régime transitoire entre deux régimes permanents. Et en fait, ici, vous verrez ici, on a ce qu'on appelle, ça c'est la durée du régime transitoire. Là, on a la durée du régime transitoire qu'on va mettre en nuance après. On va se poser la question, ici, de la durée de cette période d'adaptation, de ce régime transitoire, pour lequel le condensateur met un certain temps à adopter la tension imposée à ses bornes. Il faut un certain temps. Donc, ce qu'on va noter, ici, en interprétation physique, d'accord? Voilà, donc ce qu'il faut ici noter, ici, le condensateur s'oppose à toute variation brutale. S'oppose
à toute variation brutale de la tension à ses bornes. Donc il s'oppose à toute variation brutale de la tension à ses bornes. Voilà. Et ça, bien évidemment, lorsqu'on le soumet à un échelon de tension. Il faut effectivement, lorsqu'on le soumet à un échelon de tension. Lorsqu'on le soumet à un échelon de tension. Concrètement, le condensateur ne peut pas réagir instantanément. D'accord ? Il lui faut un certain temps de réponse, il y a un retard à l'établissement de la tension à ses bornes. Je vous rappelle que le condensateur est initialement déchargé. Ça a un sens tout ça. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui se passe, Lucas, ici? Initialement, condensateur déchargé UC0- égale UC0+ égale 0. Mais après le régime transitoire, donc au régime permanent, le condensateur il est chargé sous une tension E. Voilà, vous avez chargé condensateur. Là, vous avez la charge du condensateur sous une tension E. Et cette charge, elle se fait durer un certain temps. D'accord? Le temps qu'on va mettre en évidence après. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est caractéristique de la charge du condensateur. Cette courbe-là, vous pouvez le noter en dessous du graphe. Ça, c'est caractéristique de la charge. Donc on a la charge, ici, du condensateur sous une tension E. D'accord? C'est une autre façon de voir les choses. Donc charge du condensateur sous une tension grand E. Voilà, donc ça, vous notez en titre, en dessous. Voilà, donc titre, charge du condensateur sous une tension grand E. On remarque qu'en régime permanent, la tension bande du condensateur est constante et vaut grand E. La tension imposée par le générateur. Ok? Voilà. Donc ça, j'ai pris le temps, ça, si vous allez le revoir, ça, vous avez câblé le montage. Donc lundi prochain, ceux qui sont en distance reviennent, ils vont faire ce TP là. Vous allez câbler un circuit RC et observer à l'oscilloscope la charge du condensateur. Charge, décharge. On y va maintenant pour mettre en équation. Alors ça, en question de cours, vous serez beaucoup plus succinct, beaucoup plus rapide. Vous faites ça, 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 et tout le reste, vous dites à l'oral. Vous dites à l'oral, d'accord, pour la question de cours. Mais très important, ce que vous donnez au tableau, c'est ça, le montage et la réponse, ce qu'on appelle la réponse initiale, la charge du condensateur. Ok? Donc je vais effacer ceci. Ça, j'en ai besoin pour moi, c'est une équation que je vais faire du montage, du schéma. Donc j'efface ceci et je vais faire la mise en équation, c'est petit 2. Donc après les observations expérimentales, on y va, mise en équation. Petit 2, mise en équation. Mise en équation, petit 2. Donc, mise en équation. Alors, mise en équation, pour l'instant, en ELEC, vous avez des lois. Voilà. Tu vois le bruit qu'on a pas ici. Ça aussi. Tous les bruits qu'on n'a pas dans notre salle ici. Moins beaucoup de chaises, moins beaucoup de tables. Ouais. Donc, moi, j'ai l'habitude, mais eux, derrière, ça fait un gros. Donc, mise en équation, qu'est-ce qu'on va faire? On a une maille, on va appliquer la loi des mailles. Donc, loi des mailles. Si on avait un nœud, on va appliquer la loi des nœuds, mais ici, une maille, loi des mailles. Alors, loi des mailles, vous orientez la maille. Alors, vous orientez la maille dans le sens arbitraire, faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, je vais l'orienter dans le sens là, vous voyez, je vais mettre un plus. J'oriente la maille, ici, directement, vous voyez, dans ce sens horaire. J'oriente la maille dans le sens horaire, je vais appliquer la loi des mailles. On y va? Donc, mise en équation, on applique la loi des mailles. La loi des mailles. D'accord? Orienté. Ici, par exemple, dans le sens horaire. Donc, orienté dans le sens horaire. Alors, cette loi des mailles vous dit que somme sur K, des epsilon K, UK égale à 0. Epsilon K égale plus 1 si la flèche de tension est orientée dans la convention, moins 1 sinon. D'accord? Donc, on y va, ça c'est arbitraire. Ce mot qui est mis, on aurait pu prendre la convention inverse.
Moi j'ai On pris. peut le mettre dans son. Ouais, on peut mettre dans son que l'on veut, ouais. On trouve le même résultat au final. Parce que c'est égal à 0 en fait. On va donc trouver le même résultat. Moi j'ai pris ce sens là. Donc je compare mes flèches de tension à la convention. E de T dans le sens positif. Donc je vais plus E, moins UR, moins UC égale à 0. Ça va pour tout le monde, je répète. J'aurai plus E, moins UR, moins UC égale à 0. Donc on y va. Donc on a plus E de T, moins UR de T, moins UC de T, égale à 0. Voilà. Avec, ici, je vais préciser chaque grandeur électrique. Donc là, c'est, vous voyez, en termes de tension, E de T, moins UR de T, moins UC de T égale à 0. Alors, mise en équation, ne pas perdre de vue ce que l'on veut. Là, on va vous demander d'établir une équation différentielle régie par UC. Parce que la tension, vous la prenez au bord du condensateur. Donc ça, je ne vais pas toucher à UC. Ça, je garde la tension UC. Je ne perds pas l'information sur UC de T. Ce que je vais faire, c'est exprimer E de T. Bah, E de T, c'est simple. E de T vaut grand E. Mais pour T supérieur à 0. Donc on y va. Donc E de T égale grand E pour T supérieur ou égal à 0. Donc attention, E de T vaut grand E pour une source idéale de tension. Si on a une source réelle de tension, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ici? Si on a une source réelle de tension, Thomas. Donc si j'ai une source réelle de tension, et non pas une source idéale de tension, rappelle qu'on a une chute de tension, il faut prendre en compte la résistance interne du générateur. Donc ça marche pour une source idéale de tension. D'accord? Donc je note, ça c'est valable pour une source idéale de tension. D'accord? Voilà. Donc E de T égale grand E. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Exprimer UR de T. UR de T, UR. Bon, c'est la tension au bord d'une résistance. Bon, ça c'est relativement simple. Rémi, UR de T égale à quoi ici? UC de T. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est simplement, tu vois, réexprimer UR de T. Et surtout, ce qu'il faudrait, c'est faire intervenir la dérivée de UC par rapport au temps. Donc dérivée ici UC par rapport au temps, il faut la faire ici apparaître. Elle va apparaître. Elle ne va pas apparaître là. La tension E de T vaut quand E est constant. Par contre, la dérivée temporelle, elle va intervenir ici. De quelle manière? UR de T, vous voyez, c'est la loi d'Ohm au bord de R. UR égale RI. Donc UR égale RI. UR égale RI. D'accord? Après, je vais rajouter quelque chose en dessous avant de compléter. C'est-à-dire qu'après, on le fera directement. Peut-être pas maintenant, peut-être pas pour la première. Mais ce courant I là, I de T, c'est un circuit série, c'est le même en tout point du montage. Ce courant I de T qui traverse R, c'est également le courant qui traverse le condensateur. Et vous savez que pour un condensateur, I égale à quoi? C'est DUC sur DT. C'est-à-dire que ce courant qui traverse R, c'est celui qui traverse le condensateur. Donc ce que je peux noter, c'est que également, voilà, je note ici que I de T égale C DUC sur DT, d'accord? Pour le condensateur idéal, orienté en convention récepteur, d'accord? Donc pour ici le condensateur, supposé idéal, d'accord? Orienté en convention récepteur. D'accord? Voilà. S'il est en convention générateur, on aurait mis un moins. Là, c'est pas le cas. Là, je tension courant sans s'opposer. Bah alors, on y est presque. Parce que si j'ai ça, je peux remplacer I par C DUC sur DT et avoir une expression de UR en fonction de la dérivée de UC par rapport au temps. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire ici, voilà, directement, c'est. Bon, je peux le faire ici. Hein. Une fois que j'ai ça, j'ai I de T, je remplace I par son expression dans RI, donc je vois RC DUC sur DT. Donc on aura RC DUC sur DT. Donc là, ma loi d'émail, que je peux noter équation 1. Donc là, équation 1 pour ma loi d'émail, j'ai réécrit la loi d'émail. Donc l'équation 1 devient quoi? Et là, je remplace. Je remplace E de T par grand E. Je remplace E de T par grand E. Je remplace UR par RI, mais RI c'est ça.
c'est RC, c'est UC sur DT, et je ne remplace pas UC, je garde UC tel quel. Voilà, terminé, vous avez votre équation différentielle. Je vous rappelle qu'une équation différentielle, c'est une équation qui relie une fonction inconnue à ses dérivées temporelles. D'accord? Ici d'ordre 1, donc c'est-à-dire, voilà, ici, on va faire passer ces deux termes-là à droite pour avoir RC, DUC sur DT, plus UC de T, égale grand E. Voilà. Là, je pense que je peux effacer le schéma du montage, j'en aurai plus besoin. Ici. Voilà, donc là j'efface, j'aurai un peu plus de place sur le tableau. Voilà. Hop, c'est bon. Alors c'est presque fini. Parce que là, ce qu'on peut faire, c'est poser ce qu'on appelle un temps caractéristique. Ouais. Là, il y a un temps caractéristique qui intervient. Est-ce que tout le monde voit que cette équation différentielle, hein, vous voyez, il n'y a que des termes homogènes à des tensions exprimées en volts. À droite, j'ai E, FEM, exprimé en volts. Là, j'ai UC, tension bord du condensateur, exprimé en volts. Et là, attention, RC, DUC sur DT. Où là, je dérive une tension par rapport au temps. C'est-à-dire que là, j'ai des volts, secondes. Donc forcément, pour que cette équation différentielle soit homogène, volt, 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 seconde. Il faut forcément que le produit RC soit homogène à un temps. Donc forcément, il faut poser taux égale RC. C'est la constante de temps qui intervient. Pourquoi? On a des volts ici, des volts là, volts ici. Donc là, forcément, on pose. Donc là, on pose taux égale RC, la constante de temps. Donc on pose alors taux égale RC. C'est la constante de temps du problème, du circuit. La constante de temps du circuit. Voilà. Tel que taux soit homogène à un temps. Crochet taux égale à T. Là, vous la faites apparaître simplement en termes d'homogénéité. Il apparaît un temps caractéristique, le temps taux. C'est la constante de temps. Constante de temps du circuit. Là, vous la posez uniquement ici. Et vous la écrivez ici. D'où, voilà. C'est-à-dire que vous allez réécrire l'équation différentielle. Vous remplacez RC par taux. Vous mettez taux des UC sur DT plus UC de T égale grand E. Voilà. Et sans encart. Et ça, c'est la première étape. C'est une question que vous aurez toujours. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Voilà. Et là, on commente. On a bien une EDL d'ordre 1, équation différentielle linéaire d'ordre 1, la dérivée d'ordre 1, à coefficient constant, là j'ai taux, là j'ai 1, et à second membre constant, très important. Là j'ai un second membre constant, donc on note, on a une équation différentielle linéaire d'ordre 1, à second membre constant. Et cette équation différentielle-là, elle est caractéristique de la charge du condensateur. Cette équation différentielle, elle est caractéristique de la charge du condensateur. Voilà. Donc ça, vraiment, à savoir établir sans erreur, taux DUC sur DT plus UC égale à E. D'accord? Équation différentielle linéaire d'ordre 1. À second membre constant, j'ai E dans le membre de droite. E, c'est une constante, c'est la force électromotrice de la source de tension. Et cette équation différentielle est bien caractéristique de la charge du condensateur. Bien. Alors, avant de la résoudre, ce qu'on va vous demander avant de la résoudre, c'est utiliser un nouvel outil. Pour vous, ce sera nouveau aujourd'hui. On va souvent faire en mécanique ce qu'on appelle les portraits de phase.
Donc avant de s'attarder sur la résolution de cette équation différentielle, il faut introduire un nouvel outil, le portrait de phase. Et ce portrait de phase, finalement, va nous permettre de prévoir l'évolution du système électrique. D'accord? Donc c'est ici le petit 3. Ouais, petit 3. À la suite, tracé du portrait de phase. C'est la suite logique de l'équation différentielle. Donc tracé du portrait de phase. Tracé du portrait de phase. Alors c'est pas compliqué du tout. Pour vous, c'est un nouvel outil, c'est-à-dire qu'on va tracer dans un plan ici, on va tracer l'évolution de la dérivée UC point en fonction de la fonction UC. Pour ce faire, pour éviter de faire des erreurs, vous allez poser deux choses. C'est pas compliqué. Vous posez y égale la dérivée. On pose y la dérivée. Y, ça sera la dérivée de UC par rapport au temps. On pose x égale UC. On pose ça. Vous posez toujours y la dérivée. Posez x la fonction. Et vous tracez y en fonction de x. Ça va? Donc on trace. Et on trace y en fonction de x. Et on trace y en fonction de x. Ok. Bon. Donc là, on va peut-être pas faire de tête pour la première. On va peut-être isoler y en fonction de x. Et surtout, on va réécrire le dl d'ordre 1 en fonction de y et x. Donc dans ce cas, le dl d'ordre 1, alors, elle se réécrit sous quelle forme? DUC sur dt, la dérivée c'est y. Donc ça sera tau y plus UC, la fonction que je pose comme étant égale à x, plus x, égale à e. Je veux tracer y en fonction de x. Je vais isoler y et x en fonction de x. On y va. Donc j'isole y. Isoler y revient à diviser par taux les deux membres de l'équation. Je divise par taux les deux membres de l'équation. Je vais isoler y. Pour isoler y, j'aurai donc y égale e sur taux moins x sur taux. Ça, c'est l'équation y égale f de x. On a bien y en fonction de x. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire de phase. D'accord? Ça, c'est l'équation de ce qu'on appelle une trajectoire de phase. Et là, vous avez l'équation de la trajectoire de phase. Bon. L'équation de la trajectoire de phase. Qui est d'ailleurs ici une fonction affine décroissante. D'accord? Fonction affine décroissante. Dans de l'origine, E sur taux. Dans le plan Y, X. Ça va? Qu'est-ce que vous faites ensuite? Avant de tracer, alors ça vous savez le tracer. Hein. Pour tracer une droite, il vous suffit d'avoir deux points. Ah, mais nous, on va être malin. Deux points en élec, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, j'ai plus le champ du montage. On va prendre deux points particuliers. On prend l'instant initial. On connaît la condition initiale et on sait que le condensateur est initialement déchargé. Et on prend l'état final. L'état final, le condensateur est totalement chargé. On connaît ces deux extrêmes. Donc ces deux points, on va prendre ces deux points-là. Deux points-là pour tracer la droite y en fonction de x. D'accord? Donc on va toujours préciser ensuite et différencier l'état initial d'état final. L'état initial, donc l'état initial, c'est comme en chimie, état initial du système, hein, quand vous dressez au tableau d'avancement, hein, avancement final, avancement maximal par exemple. L'état initial du système électrique ici, le condensateur est initialement déchargé. Initialement déchargé, c'est que UC en 0- égale UC en 0+ égale à 0. Donc état initial, condensateur, ici on rappelle, initialement déchargé. Initialement déchargé. Voilà. C'est-à-dire, je répète, condensateur initialement déchargé, on l'a vu tout à l'heure, UC en 0- égale UC en 0+ égale à 0. Ouais. Mais UC c'est quoi? UC c'est X. C'est-à-dire que vous connaissez finalement la valeur de X dans l'état initial. C'est-à-dire que ici, dans l'état initial, si UC vaut 0, X
également vaut 0, puisque x égale UC. Donc x égale à 0. Dans l'état initial, ça c'est l'abscisse de mon point correspondant à l'état initial. Initialement, x égale à 0. Pourquoi? UC égale à 0. UC en 0. UC de t égale à 0 égale à 0. Attention. Si j'ai x égale à 0, vous avez y égale E sur tau. D'où les coordonnées de l'état initial. D'où les coordonnées ici de l'état initial. Alors je marque EI pour état initial. Quelles sont ces coordonnées? On a l'abscisse de ce point, c'est 0. Condensateur initialement déchargé. UC égale à 0. Donc forcément x égale à 0. Condensateur déchargé en t égale à 0. Si x vaut 0, y vaut O sur tau. Voici les coordonnées de l'état initial. Alors ça, ce que vous aurez fait mathématiquement, sans noter ça. Mathématiquement, vous prenez x égale à 0, hop, vous avez y égale E sur tau. Mais physiquement, c'est l'état initial du système électrique. Condensateur initialement déchargé, ici avec une dérivée non nulle, certains savent peut-être, c'est lié à la discontinuité du courant. Le courant est discontinu ici, on verra après. Donc coordonnées de l'état initial. Je fais pareil avec l'état final. On y va. Donc l'état final, où là le condensateur est totalement chargé. Donc état final. État final. Condensateur, ici, chargé. Sous la tension grand E. Condensateur chargé. Sous la tension grand E. C'est-à-dire qu'en régime permanent, lorsque le condensateur est totalement chargé sous la tension E, on aura UC égale à E. Si UC égale à E, X est également égal à E. C'est un changement de variable. Hein. C'est juste un changement de variable. D'accord? Donc dans ce cas-là, X égale à E. X égale à E. Par contre, si X égale à E, je remplace dans mon équation de projection de phase, si X égale à E, j'aurai E sur tau moins E sur tau. Ça fait 0. Je répète, l'état final, condensateur totalement chargé. UC égale à E, en régime permanent. Si UC égale à E, X égale à E. Maintenant, si X égale à E, je remplace X par E, j'aurai E sur tau moins E sur tau, ça fait 0. D'où les coordonnées de l'état final. D'où les coordonnées de l'état final. Les coordonnées ici. Donc de l'état final, attention ici je mets un F. Attention pour ceux qui sont en distance, là je mets un F, état final. Là j'ai mis un I pour état initial. Donc état final, abscisse de ce point, E, ordonnée 0. Ok, super. Donc on peut tracer le graphique. Ça je laisse. Je vais le tracer là. Attention, là je la trace ici à droite. Et je n'aurai besoin que du cadran positif. Donc je prends uniquement ce cadran-là. Je trace Y, je trace sa dérivée en fonction de X. X égale UC. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je passe mes deux points. État initial, état final. Donc je rappelle, ça c'est un portrait de phase. Je trace l'évolution de la dérivée en fonction de la fonction. Et dans ce portrait de phase, j'aurai une trajectoire de phase correspondant à la condition initiale du problème. Ici, condensateur, ici déchargé. Je place état initial, point coordonné 0, E sur tau. Alors évidemment, on peut mettre une échelle, d'accord? Par exemple, ici E sur tau, je vais placer ici. D'accord? Donc là, j'ai l'état initial. De coordonnées 0, eh bien x égale à 0. L'état initial, attention, je n'ai pas le temps. Ne faites surtout pas l'erreur, en abscisse, je n'ai pas de valeur temporelle ici. C'est x égale UC. Ce n'est pas le temps. Donc abscisse 0, ordonnée E sur tau. Ok? Attention, E sur tau, là j'ai mis. État initial, état final. État final, vous voyez, alors là j'ai placé E en fait. Là j'ai placé directement un E sur tau. E divisé par un temps, d'accord? Une échelle pour avoir ici une tension E, je la place ici une tension E également.
la tension E, ici abscisse E, ordonnée de 0. L'état final, il est là. Là, je vois l'état final de coordonnées E0. Par 2 points, dans une droite, ici qu'on va appeler trajectoire de phase. Donc là, à la règle, vous allez tracer la droite qui relie l'état initial de l'état final. L'état initial de l'état final. Et je flèche, ça tout l'intérêt. Vous devez flécher la trajectoire de phase. Donc là, je flèche, n'oublie pas la flèche. Parce qu'en optique, pour rayon lumineux, là c'est différent. On a la trajectoire de phase du système qui passe de cet état-là à cet état-là qu'on qualifie de l'état final. Donc là, on a la trajectoire de phase. Ici, du système électrique. Évoluant d'un état initial, enfin de l'état initial, il n'y en a qu'un ici, de l'état initial vers l'état final. Voilà. En fait, c'est ça l'intérêt d'une trajectoire de phase. Elle va vous donner l'évolution du système d'un état initial vers un état final. On flèche l'évolution. L'évolution spontanée. En chimie, ici directement. Bon. Et remarquez, il y a une cohérence avec notre graphe temporel. Hein. Attention, je n'ai aucune donnée de temps. Excusez-moi, monsieur. Oui. En fait, alors quand vous écrivez vraiment tout à droite, on voit plus que la moitié. D'accord. Ouais. Donc tout à droite. Ça va changer grand-chose. Ah non, faut que je fasse appel à mon technicien. Vous m'avez pourtant fait un réglage tout à l'heure. Là, j'essaie de faire plus attention. Le son, ça va mieux que tout à l'heure ou pas, Victor? Personnellement, pas du tout. Après les autres, je sais pas. Alors, on refait un petit point, mise au point. Par contre, à gauche, le L en 1, le UC sur DT, vas-y, bien. Mais si je fais ça, pourtant, ça va pas changer grand-chose. Vas-y, il reprend. Vas-y. Non, ça change pas. Par contre, je peux pas uniquement écrire sur deux parties. On va reculer un tout petit peu. On va reculer une dernière fois. Mais après, je peux pas. Ouais, non, pour faire. On va sceller l'épée de la table, on va faire un repère. Maintenant, exactement où on le met. Alors, regardez également sur le son textuel qu'il y a d'autres remarques pour le son de la part Victor qui n'entend pas grand-chose. Donc, absolument rien. Comment? Les mêmes que tout à l'heure. Il est? C'est les mêmes commentaires. D'accord, d'accord. Ok. Après, je peux pas parler plus fort et puis du coup, je vais pas vous ligoter sur la chaise et éviter de. Après, c'est la salle, hein. La salle, elle est. C'est un avoir hein, par rapport à la A110 ou par rapport à en B306. Bon, je sais que cette salle-là, elle est vraiment très mauvaise pour l'acoustique et pour. Voilà, c'est un avoir. Je sais que c'est un avoir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour cette trajectoire de phase? D'accord? L'évolution d'un système ne peut pas de flécher. Ici directement. Ici la trajectoire de phase de l'état initial vers l'état final. Alors ça c'est complémentaire de l'équation différentielle de la résolution. Là on va attaquer la résolution. Alors ça si on ne vous demande pas en question de cours, vous ne le faites pas. C'est uniquement si on vous demande de tracer la trajectoire de phase, vous le faites. Si on ne vous la demande pas, vous ne le faites pas. D'accord? C'est simplement si on vous demande, moi je vous demanderai la semaine prochaine de tracer la trajectoire de phase correspondante. Là vous le faites. Sinon, ce que vous aurez à coup sûr, c'est la résolution de l'équation différentielle qui est ici. D'accord? Donc ça c'est le petit 4. On y va. Résolution de l'équation différentielle. Petit 4
résolution voilà, de l'EDL d'ordre 1. D'accord? Résolution. Point méthode, très important, ici, donc la méthode de résolution, elle sera toujours la même. Toujours valable, elle sera toujours la même façon, ici, pour résoudre une telle EDL ordre 1. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est la linéarité. Cette équation différentielle est linéaire. Donc, par linéarité, sans le rappeler, par linéarité de cette équation différentielle linéaire d'ordre 1, on peut rappeler sous la forme taux DUC sur DT plus UC égale à E. Donc là, je peux effacer. Ça, je peux effacer également. Voilà. Donc par linéarité, donc là je prends toute la large de tableau, de cette équation différentielle linéaire d'ordre 1, d'accord, la solution de cette équation différentielle, elle sera de la forme, ici, UC de T, donc UC de T égale UCP plus UCH. Donc là, j'écris relativement grand, je vais répéter, rassurez-vous. Donc la solution de la forme UC de T égale UCP. Alors le C est toujours en indice commun. Le C est relatif à la tension du condensateur de capacité C. Donc là, je mets UCP, P pour particulière, on va noter après. D'accord? Et là, je mets un H majuscule, H pour homogène. Donc cette solution, vous voyez que cette solution, c'est la somme d'une solution particulière et d'une solution qu'on qualifie de l'équation homogène. On va noter. Vous voyez, on va juste noter que ça, c'est la somme. Donc la solution est la somme. 2 points. Première contribution. Première contribution à la solution, je vais la nommer explicitement UCP. C'est la solution particulière. Et la somme de, la solution particulière UCP, la solution particulière UCP, donc solution particulière UCP, donc le P en indice fait référence à particulière, le C capacité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution particulière est de la même forme que le second membre. Donc de la même forme, ici, donc guillemets, que le second membre. D'accord? Cette solution particulière, ici pour nous, sera de la même forme que le second membre. Ok. On va aller rechercher le second membre. Le second membre, il est là. C'est quoi sa forme à lui? Quelle est la forme du second membre? Il est constant. C'est-à-dire qu'ici, on va rechercher une solution particulière de la même forme que le second membre, c'est-à-dire ici, une constante. Dans notre cas, ici, la solution particulière sera de la même forme que le second membre, ici constant, c'est-à-dire UCP égale constante. C'est-à-dire, ici, constante. Voilà. La solution particulière sera ici comme le second membre, constant, tel que, finalement, UCP égale ici une constante. Ouais. Donc UCP est une constante, mais quelle est cette constante? UCP reste solution de l'équation différentielle. Donc cette constante, on va l'injecter dans l'équation différentielle. C'est-à-dire qu'elle vérifie ça. UCP vérifie cette équation différentielle. Telle que ça, ici, est vérifiant
vérifiant l'EDL d'ordre 1. Alors, quel est cet EDL d'ordre 1? UCP, solution particulière, vérifie taux des UCP sur dt plus UCP égale à E. Sachant que UCP est constant. Juste admettre que UCP est constant, même pas que souvent, et après, UCP est solution, donc UCP vérifie l'équation différentielle. Donc vérifiant, on note taux DUCP, attention, je change de couleur, UCP sur dt, plus UCP, d'accord, égale à E. Donc le tout sera égal à E. Ouais. Donc la solution particulière vérifie l'équation différentielle linéaire d'ordre 1. Sauf que UCP est constant. UCP est constant. Donc Alice, si UCP est constant, qu'est-ce que l'on peut dire de sa dérivée d'ordre 1? De toute façon, j'ai mis un P, hein. UCP. Donc si UCP est constant, sa dérivée est nulle. D'accord? On dérive une constante par rapport au temps. Donc ça fera 0. Quelle est donc la seule valeur pour UCP? UCP égale à E. Voilà. Alors ça peut vous faire de tête. Vous allez voir, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas en fait. Vous ferez ça de tête. Soit, c'est-à-dire, vous venez de déterminer la solution particulière UCP. Voilà, UCP égale à E. Vous avez déterminé une partie de la solution complète, totale. Vous avez déterminé UCP. La première partie, c'est UCP. Solution particulière. Tout ça après, là, j'ai noté pour vous, pour méthode, pour bien comprendre, ça après, vous allez le faire de tête. UCP constant, ça c'est nul, donc UCP égale à E. Vous allez avoir force de faire des exos, ça va vite. Mais ça, c'est la première contribution à la solution. La deuxième, c'est UCH. C'est la solution, alors H pour homogène. Solution de l'équation homogène associée. Donc, deuxième temps. Donc, ça, UC de T, c'est la somme de. On y va. La solution. De l'équation. Ici. Homogène. Ici. Associée. Solution de l'équation homogène associée. Alors ce qu'on appelle en mathématiques, ça c'est l'équation homogène associée, c'est l'équation sans second membre. On va noter ici, entre parenthèses, ça c'est l'équation sans second membre. D'accord? Et cette solution est notée UCH. H pour homogène, donc notre UCH, et là, elle dépend du temps, H pour homogène, d'accord, solution de l'équation homogène associée. Donc cette solution est notée UCH, et elle vérifie, vérifiant l'équation d'ordre 1, mais vis-à-vis de UCH, et sans second membre. Donc je réécris cette équation différentielle là, mais sans second membre, et vérifier non pas par UC, par UCH. Donc je réécris ici, je change de couleur. On aura taux DUCH sur dt, DUCH sur dt, plus UCH de t égale à E. Pardon, égale à 0, sans second membre. Sans second membre. D'accord? Et ça vous en aurez besoin en cinétique chimique. En chimie, vous en aurez besoin. Là, et en maths, vous allez montrer la solution. Hein. C'est de la forme A exponentielle moins t sur taux. Là, il faudra connaître par cœur. Il ne faudra pas savoir retrouver par séparation des variables. Là, je vous montre que ici, d'admettre, de connaître par cœur, tout comme vous savez que x de t égale a cos oméga 0t plus phi. Et solution de x point point plus oméga 0 carré x égale à 0. Là, il faudra connaître par cœur.
À ce niveau-là, pour ne pas perdre de temps, 2 points, on va mettre ici et apprendre par cœur que U c'est H de T. Là sera A exponentielle moins T sur taux, où A est la constante d'intégration. Donc on admet ici, j'ai peut-être pas écrit ici, en tout cas, stratégiquement je l'écrirai là-haut, d'accord? Voilà. Donc on admet ici l'expression de UCH, UCH de T égale A exponentielle moins T sur taux, avec A ici directement constante d'intégration réelle. Je vais marquer en toutes lettres, ça sera mieux pour vous. Constante d'intégration réelle. Voilà. Donc ça, prendre par cœur. Ça, il faut vraiment connaître par cœur, sinon vous ne saurez jamais résoudre des équations différentielles sur les circuits d'ordre 1. A exponentielle moins 2 sur taux. Ça, c'est la solution de l'équation homogène associée. Et c'est UCH. Vous voyez, je vais remettre ici en blanc, différentes couleurs. Ça, c'est un H pour homogène. Bilan. Alors ça, tout ça, on ne va plus le renoter en TD. Vous n'allez pas le renoter en colle, ni en DS. En DS, que vous allez simplement noter, c'est la solution totale qu'on va réécrire explicitement. Là, c'est pour vous bien comprendre ici ce qui se passe au niveau de la résolution. Donc, bilan. Bah, la solution, ici, de le del d'ordre 1 de la forme taux des UC sur dt plus ici de t égale à E, et de la forme alors de quelle forme? UC de t égale UCP plus UCH, donc ça je peux le réécrire, hein. UCP plus UCH. Ici UCP égale à E, UCH, A exponentielle moins T sur taux. Voilà. Voici la solution ici. D'accord, il reste juste simplement à déterminer la constante d'intégration A via la condition initiale. D'accord, et on aura vraiment la solution explicite du problème. D'accord. Donc là, vous avez deux tiers des points. 2 tiers des points si vous arrivez ici, sans erreur. UC de t par linéarité, c'est E plus A exponentielle moins T sur taux. Solution particulière plus solution de l'équation sans second membre. Dernier temps. Ah, elle est là. Très bien, dernier temps, c'est que vos A. Donc, dernier temps de ce point méthode, on détermine la constante d'intégration A grâce à la condition initiale du problème. Condensateur initialement déchargé, UC0- égale UC0 plus égale à 0, c'est-à-dire UC0 égale à 0. Dernier point, on détermine ensuite la constante d'intégration A grâce à la condition initiale du problème. Grâce à la condition initiale, ici. Ici, le condensateur initialement déchargé. UC en 0-. Alors, je vais peut-être noter ici en dessous plutôt. Voilà. Donc, on rappelle, UC en 0- égale UC en 0 plus égale à 0. C'est-à-dire que la tension dans du condensateur, ici, à T égale à 0 est nulle, un condensateur qui est déchargé. D'où, qu'est-ce que l'on va faire? Bon, on va exprimer UC en 0, et dire que UC en 0,
égale à 0. Ça va? Donc j'exprime UC en 0. UC en t égale à 0. En t égale à 0, on aura quoi? On aura E plus A exponentielle 0. Donc je note E plus A exponentielle de 0. Le tout égale à 0. Condensateur initialement déchargé. Ok. Exponentielle de 0, 1. Attention, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on aura quoi? On aura E plus A égale à 0. C'est-à-dire A, je cherche A. A égale moins E. A égale moins E. Voilà, j'ai déterminé la constante d'intégration grâce à la condition initiale, ici, du problème. D'accord? Donc finalement, voilà, finalement, UC de T, finalement, ici, UC de T égale à quoi? Donc ça vaut E plus E exponentielle moins T sur taux. Attention, c'est pas plus, c'est moins, parce que A égale moins E. Donc faites attention, il y a un signe moins. Donc, vous mettez un moins. Donc UC de T, ça vaut grand E, la solution particulière, à laquelle vous ajoutez A exponentielle moins T sur taux. Mais A exponentielle moins T sur taux avec A égale moins E. Donc ça fait E moins E exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire, on factorise par E. Voilà. C'est-à-dire, bilan UC de T égale E, facteur de 1, moins exponentielle, moins T sur taux. UC de T, ici égale à E, facteur de 1, moins exponentielle, moins T sur taux. Et là, il faut vérifier la cohérence de notre résultat théorique, ça c'est théorique, par rapport aux courbes expérimentales, par rapport au rôle que je vous rappelle, le condensateur se charge sous une tension E. On passe à la limite, on va y avoir un calcul de limite. Limite quand t tend vers 0 plus et limite quand t tend vers plus infini. Donc on y va avec la limite quand t tend vers 0 plus de UC de t. Alors cette limite elle existe et elle est finie. On y va, donc là égale, elle existe, elle est finie. Quand t tend vers 0 plus, quand t tend vers 0 plus, on a ici exponentielle de 0. D'accord? Exponentielle de 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. 0 fois E, 0. Voilà. On retrouve bien le fait que initialement, le condensateur il est déchargé. Donc la tension en sépare, nécessairement est nulle. Ok. En plus infini, ouais, je passe à la limite, donc je dis que dans des temps infiniment longs, ici, donc limite quand t tend vers plus infini, limite quand t tend vers plus infini de UC de t. Cette limite existe et elle est finie. Oui, quand t tend vers plus infini, on a un moins. Quand celle de moins l'infini, ça tend vers 0. Ce terme-là est négligeable. Négligeable devant 1. Il reste 1, n'oublie pas, il reste 1. E fois 1, il va rester E. Ouais, la limite existe, elle est finie, vaut E. On trouve bien le fait qu'en régime permanent, le condensateur est chargé. Donc ce résultat théorique, cette solution, correspond bien aux observations expérimentales, à savoir charge du condensateur. D'accord? Donc ici, le résultat, ici, la solution, correspond bien, oh là, ça c'est un B, aux observations, correspond bien, aux observations expérimentales, ici, charge du condensateur. Voilà, observation expérimentale. Ça, par un passage aux limites. La tension bord du condensateur, ça sera une fonction qui sera croissante, strictement croissante. On part de 0 pour aller vers E. Hein. D'accord? C'est une charge du condensateur. Donc, 2 points, je note. Charge du condensateur. Voilà. Donc, on part de 0 pour aller jusqu'en E et on a ici des asymptotes horizontales en plus infini. D'accord? Bien.
Dernier petit paragraphe. Dernier petit paragraphe. Et on aura fait un bon tiers du chapitre là. On aura fait un bon tiers du chapitre ce matin ensemble. D'accord, un bon tiers. Dernier petit paragraphe sur les temps de réponse. Et on terminera ce chapitre jeudi matin. D'accord. Donc petit 5, je pense, cinquième temps, sur les temps de réponse du système. Donc, petit 5. Voilà, ça je vais effacer. Temps de réponse. Ici. Donc cinquième temps, temps de réponse du système. Temps de réponse. Alors ici, la question va être de savoir, de connaître la durée du régime transitoire. C'est une question très importante que va se poser M. Auberon ici. Quelle est la durée du régime transitoire? C'est ça la question. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la durée? Quelle est la durée du régime transitoire? Je vous rappelle, régime au cours duquel la tension bande du condensateur passe de 0 à grand E. Quelle est la durée du régime transitoire? Voilà. Voici la question qu'on va se poser. Alors vous allez me dire, ça dépend du cahier des charges. Ouais. Ça dépend du cahier des charges que vous avez. Est-ce qu'on souhaite que la valeur finale soit atteinte à 1% près ou à 3% près? Tout dépend du cahier des charges. Donc là, on va noter. Si le cahier des charges, donc ça dépend du cahier des charges. Ici, que vous avez. Voilà. Si le cahier des charges impose une valeur finale E atteinte à 1% près. Donc si le cahier des charges impose une valeur finale, alors la valeur finale elle sera grand E. Valeur finale, ici E, atteinte à 1% près. Alors je vais noter cette date, ici, directement, à la date xi. Je vais mettre un xi, comme votre xi en chimie pour l'avancement, d'accord? Je vais mettre un xi, d'accord? Voilà, lettre grecque, xi comme l'avancement en chimie. Xi final, xi max, xi, K-S-I, xi. D'accord, bon je le fais mal mon xi, peut-être, mais après vous faites un serpent, un truc. Bon, bref, alors encore un xi. La date xi. Je cherche finalement cette date. D'accord? Quelle est la date? C'est-à-dire que crochet xi égale taux. D'accord? C'est homogène à un temps. Donc je cherche ici. Alors, attention, pour ceux qui sont en distance, j'écris si vous m'entendez. Si le cahier des charges impose une valeur finale E atteinte à 1% près à la date xi. D'accord? Donc on cherche xi tel que UC en T égale à xi égale 0,99 E. Donc tel que UC à cet instant particulier, xi égale 0,99 E. Je relis ma phrase, que c'est cohérent avec mon équation. Je cherche la durée du régime transitoire où je suis à 1% de la valeur finale. 1% de la valeur finale, je suis à 0,99 E. Et je cherche ce temps xi. Ouais, on y va? On résout cette équation. Alors, résoudre cette équation, on revient à déterminer xi. Donc, je cherche xi. Alors, UC de T, il est où? UC de T, il est là. Donc, je remplace T par xi. On y va? Donc, on aura E. Facteur de 1 moins exponentielle moins xi, je mets en jaune sur taux, la grandeur inconnue, égale 0,99 E. Donc je cherche xi, je simplifie par grand E la FEM dans les deux membres de l'équation. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je dis que 1 moins exponentielle moins xi sur taux égale 0,99. Et après c'est du calcul. Du calcul parce que je vais faire basculer cette exponentielle à droite. Donc l'exponentielle passe ici à droite. Exponentielle moins xi sur taux
égale 1 moins 0,99. 1 moins 0,99, ça fait 0,01. 0,01. Je cherche xi, vérifiant cette équation-là. Donc là, je passe ici au ln. J'aurai moins xi sur taux. D'accord? Égale, ici, alors je ne me trompe pas de signe, je vérifie, ouais, moins 4,6. Moins 4,6. D'accord? Moins 4,6, c'est-à-dire que là je prends ici un ln. ln, ln, pas le log, ln, regarde, je ne n'ai rien. ln de 0,01, calculatrice, moins 4,6. Je passe au ln. D'accord? Et là, voilà. Donc là c'est bon, hein. Je ne prends pas le log, hein. C'est pas le logarithme décimal, c'est le logarithme de népérien. Là je fais ln de 0,01, calculatrice, ça me donne moins 4,6. Moi je cherche xi, c'est fini. Xi il est là. Xi égale moins plus, ouf, pas de temps négatif, hein. 4,6 taux. Voilà. Et ça, M. Aubert il va vous en parler. Il va vous dire que voilà, si on souhaite avoir une valeur finale à 1% près, la durée du régime transitoire vaut 4,6 taux. Ça, c'est la durée du régime transitoire dans ce cas-là. Donc, durée du régime transitoire, ici. Voilà, je ne sais plus écrire, dans ce cas de figure, d'accord? Dans, ici, ce cas de figure. Alors, ce cas de figure, c'est ça. On est là. Valentin. C'est moins 0,01 ou 0,01? 0,01. Parce qu'en fait, tu le passes à droite et tu fais 1 moins 0,99. Ce terme en 1, ici, moins exponentiel, tu le passes à droite. Ça, tu le passes à gauche. 1 moins 0,99, ça fait 0,01. D'accord? Et après, tu prends ln de 0,01, moins 4,6. Alors ça, tu fais pas ça de tête, hein. Calculatrice. Moins plus, tu trouves bien un temps, une durée qui est positive. D'accord? Alors ça, c'est dans ce cas-là. D'accord? Monsieur Aubert peut également vous proposer un cahier des charges où la valeur finale sera atteinte à 5% près. On va pas faire le calcul, juste le noter. Donc là, c'est la durée du régime transitoire. 4,6 taux. Donc si, ici, le cahier des charges, ici, impose, on termine par ça, impose une valeur finale E atteinte à 5% près, donc une valeur finale, alors ça je fais parce qu'on aura besoin également en TP, on aura besoin de faire ça en TP avec, on va voir, ici, est-ce que la valeur finale E sera atteinte à 1% près ou à 5% près? Atteinte à 5% près. Donc là, à la date xi', tel que, donc là je cherche xi', tel que finalement UC en T égale xi', UC, et là je suis à 5% près, d'accord? Donc là, cahier des charges ici, un peu moins, beaucoup moins strict, hein. Là c'est très strict, on veut atteindre E à 1% près, là je veux atteindre E à 5% près, donc là je résous cette équation, d'accord? Voilà. Dire que finalement, en régime permanent, régime final, il faut que la tension du condensateur vaille finalement, d'accord, 0,85 E. Et ça mène, on va pas refaire le calcul, ça mène à xi'. Donc si on fait le calcul, on trouve 3 taux. 3 taux. Voilà. Et ça, 3 taux, xi' égale 3 taux, c'est la durée du régime transitoire dans le cadre de la valeur finale atteinte à 5% près. Donc c'est la durée du régime transitoire dans ce deuxième cas. D'accord? Avec taux égale à C. Je rappelle que le taux égale à C. On rappelle ici également que le taux, c'est la constante de temps du système électrique. D'accord? C'est le seul temps caractéristique tel que taux égale à C que l'on peut construire dans ce problème-là. D'accord? Voilà. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Ici, voilà.